Oui, donc merci à tout le monde de s'être connecté ce matin. C'est le premier webinaire qu'on fait chez Tech for Good France. En fait, on a décidé avec le mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE, de mutualiser nos outils pour mieux répondre aux besoins des entrepreneurs pendant cette crise du Covid. Donc, en fait, on ouvre et on fait ensemble ces webinaires et également une hotline avec des experts qu'on va mobiliser. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier webinaire avec les deux coprésidents de Tech for Good France, qui sont Eva Sadoun, CEO de Lita.co, et Jean Moreau, CEO de Phoenix. Et donc, si vous souhaitez nous rejoindre, donc nous, Tech for Good France, je vais présenter rapidement l'initiative. C'est le réseau des entrepreneurs et investisseurs de la Tech for Good en France. On a un peu plus de 200 membres. On a 3 missions. C'est de structurer un peu l'écosystème, de connecter investisseurs et entrepreneurs entre eux, de les outiller avec des événements récurrents, des newsletters, des outils qu'on développe juste pour eux et de représenter leurs revendications. Si jamais vous êtes intéressé de rejoindre l'initiative, vous pouvez nous contacter. Je ne sais pas si vous avez un mail. Moi, je vais vous mettre mon mail ici. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez, donc pour rejoindre Tech for Good France, me contacter. Je vous mets mon mail. Si ça vous intéresse, on vous donnera plus d'infos. La campagne d'adhésion est ouverte depuis 2 semaines, donc juste avant la crise. Et elle va durer encore 2 semaines et demie, donc c'est le moment de nous rejoindre si ça vous intéresse. Alors, hop. Donc, voilà. On va commencer. Je fais juste ça. Donc, Antoine dit, c'est pas mal d'utiliser les Q&R car tout le monde voit les questions et l'ID des participants. Donc, favorisez plutôt les Q&R si vous avez des questions par rapport aux échanges qui vont être faits ce matin. Donc, rapidement, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir le déroulé. Et après, je vais arrêter le partage d'écran. Donc, normalement, vous avez reçu les slides. Du coup, le déroulé, présentation Tech for Good France, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Ensuite, Eva et Jean Moreau vont se présenter et présenter leurs entreprises. Et il va y avoir 4 étapes dans le conf call. La première, ça va être sur les premiers gestes à mettre en place pour sécuriser son business et gérer son équipe. La seconde, ce sera sur la gestion d'équipe et de projet à distance. Quels outils, rituels et process mettre en place? La 4e partie sera sur la communication de crise en interne. Et la dernière, adapter la mission de son entreprise aux circonstances. Comment garder le cap sur son impact et sur son entreprise dans un contexte comme celui-ci. Donc, je vais laisser la parole à nos conférenciers Jean et Eva pour commencer le webinaire. Vas-y Eva, je t'en prie. Bonjour à tous, je suis Eva Sadoun, cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Lita.co, qui est présente. Donc la particularité de cette entreprise et ce qui va aussi avoir un impact sur les différents sujets qu'on va traiter, c'est que déjà c'est une entreprise de service aux entrepreneurs sociaux et écologiques. Donc, c'est une entreprise qui doit réagir et soutenir les entreprises qui ont un impact positif sur la société. Donc, nous, on les soutient à travers du financement long terme, du financement donc en fonds propres ou en quasi-fonds propres, à travers des plateformes où le grand public, les family office, les business angels, etc., soutiennent ces entreprises pour leur permettre de grandir. On a des startups, mais aussi des scale-up, des entreprises en accélération, tech, pas tech, etc., mais toujours avec un impact positif au cœur. C'est une entreprise qui est européenne, donc ça pose aussi des problématiques pour le sujet. Une entreprise présente en France, en Belgique, en Italie et au Luxembourg. Et c'est une entreprise du coup de 45 salariés, ce qui pose aussi des problématiques de management, où on a des équipes d'analystes très diversifiées en fait en termes de profil. On va avoir des analystes, des personnes qui vont accompagner, analyser les entreprises, mesurer leur impact, les accompagner sur la structuration de leur plan financier. On va avoir des équipes marketing très fortes parce qu'on a une activité sans. Il y a toute cette équipe web marketing, tech, etc. Et on a une partie de commerciaux, de personnes qui sont en lien avec les investisseurs pour les accompagner sur leur transition. On a aussi une équipe plaidoyer, communication institutionnelle, où on travaille effectivement parce qu'un entrepreneur social pour nous, c'est entre un
un dirigeant d'ONG, un dirigeant d'entreprise classique, parce qu'il poursuit une mission et il doit toujours mettre en place, en fait, avoir les bons outils, mettre en place la bonne communication institutionnelle pour pouvoir poursuivre cette mission. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs boîtes en fait, dans la même boîte, donc les boîtes de crowdfunding en investissement, mais aussi une entreprise qui développe des applicatifs permettant de mesurer les impacts environnementaux et sociaux de l'épargne, et également une petite banque d'affaires donc, qui accompagne aussi les entrepreneurs sociaux et écologiques sur des opérations de fusion-acquisition et de fonds plus institutionnels. Voilà pour la présentation de la boîte. Jean, je te laisse introduire aussi. Oui, alors moi c'est Moreau, cofondateur de Phoenix. Je vais vous changer un peu de cadre pour la conférence, histoire de détendre tout le monde. Donc nous, chez Phoenix, on est, en 2 mots, on est une entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire, qui donne une seconde vie aux invendus. On a grosso modo 2 piliers, un pilier B2B, B2A, qui consiste à donner les invendus à des assos caritatives, type Restos du Cœur, Croix-Rouge, Emmaüs, et un pilier B2C, qui consiste à revendre les invendus à des consommateurs engagés et responsables via une appli mobile anti-gaspi. Donc ça c'est pour l'activité. Nos clients, c'est la grande distribution essentiellement, et les industriels, les petits commerçants de quartier. Donc Leclerc, Intermarché, Biocoop, Super U, Bio C'est Bon et consorts. Et la particularité de Phoenix dans le cadre de la crise, c'est que donc, nous, on est scale-up, on est 160 salariés, répartis sur 25 villes en France, donc avec des antennes régionales. Le gros de l'équipe est à Paris, la moitié des effectifs sont à Paris. Et ensuite, on a des gens à Dijon, à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse, à Besançon, à Lille, enfin jusqu'à Quimper, avec à chaque fois au moins 2, 3, 4, 5, parfois 12 personnes en local. Donc plein de bureaux à animer. On a des personnes à l'étranger, Espagne, Portugal et Belgique. Donc ça, c'est pour le contexte. Et qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui dans la crise actuelle? On n'est pas le secteur le plus sinistré, on a cette chance-là, parce que l'alimentaire est assez résilient, que les magasins sont encore ouverts et que certaines assos sont encore ouvertes. Mais on prend quand même une bonne cartouche sur notre chiffre d'affaires. Et là, nous, on accuse une baisse de à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Donc quand même, gros contexte de crise pour nous. Baisse du CA de la moitié, et en face, on a 160 salaires qui tournent à fond les ballons. Donc, on pourra en discuter, mais c'est ça aujourd'hui, nous, ce à quoi on doit faire face et là où on doit réagir. Ok, merci Jean et Eva pour vos présentations. Pour ceux qui nous ont rejoints, si vous avez des questions, posez-les au fil de l'eau sur le Q&R. Et entre chaque sous-partie, je poserai vos questions à Eva et Jean. Et si vous avez d'autres questions, posez-les sur le chat et j'y répondrai également. Donc, on va passer dans le vif du sujet avec d'abord les premiers gestes que vous avez mis en place. Les premiers gestes, on va passer rapidement dessus parce qu'on est à J+10 déjà. Mais quels ont été les premiers gestes à mettre en place dans ce contexte de crise au niveau interne et pour sauver son business? Alors nous, je peux y aller. Vas-y, si tu veux, vas-y, go. Du coup, donc, en fait, quand on apprend une nouvelle... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont on réagit d'un point de vue individuel et d'un point de vue d'une entreprise, c'est un peu pareil. Une entreprise, c'est pas un robot qui d'un coup va démarrer un programme adaptation à la crise. Donc, on a les mêmes réactions. Déjà, on ne sait pas trop si l'information qu'on reçoit est forcément bonne. On ne mesure pas forcément l'impact que va avoir le virus sur l'économie. Tout va très vite. Pardon, c'est les gens qui me font rire. Donc, du coup, nous, la manière dont on a réagi tout de suite quand on a commencé à voir que le gouvernement appelait un tétra. Donc, vous voyez qu'il y avait cette problématique de virus. Donc, très rapidement, on a dit aux personnes de rester chez elles. Et puis, quand on a commencé à voir les postures gouvernementales, plutôt que d'angoisser, on a tout de suite réuni en fait l'ensemble des équipes françaises et européennes pour pouvoir partager et se demander comment est-ce que chacun réagissait. Parce que même nous, on n'a pas forcément la science infuse. Voilà, on voulait avoir un peu un retour de l'équipe pour savoir comment est-ce qu'ils verraient la suite compte tenu des problématiques. Ce qui était évident en fait pour l'ITA à partir du moment où on a appris qu'elle allait avoir un problème pour l'économie, donc très rapidement, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut aider les boîtes. Aucune raison de s'arrêter dans ces moments-là, au moment où les entreprises ont besoin de nous. En fait, une entreprise
sociale, c'est une entreprise qui répond aux crises de base. C'est une entreprise qui répond à des problématiques rencontrées par des bénéficiaires. Et c'est pas parce qu'il y a une crise qu'ils n'ont plus besoin de nos services, qu'ils n'ont plus besoin d'être accompagnés. Donc, dans notre cas, les entrepreneurs sociaux… Ah, ça va, ça bug? Allô? Allô? Merde. Non, c'est bon, on t'entend, on t'entend. Allô? On t'entend, Non, on Eva. t'entend, hein. On t'entend, Eva. On t'entend bien. Ah, c'est parfait. Ok, ça avait bugué chez moi. Donc pour nous, les entrepreneurs sociaux, on s'est tout de suite dit qu'ils allaient avoir une problématique forte rencontrée avec la crise. Donc on ne savait pas de quel ordre ça allait être, mais on savait qu'ils allaient avoir une problématique forte. Donc pour nous, la première chose à faire déjà, c'est de dire à nos salariés qu'on avait une responsabilité vis-à-vis d'eux et de tout de suite les contacter pour savoir comment est-ce qu'on pouvait les aider. Donc ça, c'était déjà la première réaction, c'est savoir comment aider nos bénéficiaires à passer la crise. La deuxième, c'est d'identifier un peu l'humeur collective. Donc, est-ce qu'il y avait déjà des anxiétés qui se développaient dans l'équipe? Est-ce qu'ils avaient un ressenti un peu négatif sur la situation? De telle manière à très rapidement pouvoir accompagner ces personnes-là. Et la troisième chose, c'est tout de suite essayer de repenser le modèle. Donc, c'était évident qu'on n'allait pas fonctionner comme on fonctionnait aujourd'hui. Donc, on a tout de suite parlé à l'ensemble de l'équipe et on leur a demandé à chacun de pouvoir réfléchir sur la manière dont ils se verraient fonctionner dans le cas d'un worst case scénario. Tout s'arrête, donc le scénario dans lequel on est aujourd'hui. Donc, dès le début, on a essayé de réfléchir à ça pour tout de suite avoir les bonnes idées. Et le fait d'avoir suscité une espèce de créativité dans la tête des salariés, ça a fait qu'en fait, il y a eu une sorte d'appropriation aussi par chacun de la crise et du devoir de responsabilité qu'ils avaient. Donc, c'est ça qui a mobilisé très rapidement les équipes. Nous, pour compléter ce que tu dis, nous on l'a fait en 3 temps. La première chose, c'était de diagnostiquer. Donc, on a créé une cellule de crise et donc un comité de pilotage avec un peu tous les top managers, plus notre DRH et notre DAF. Qu'au départ, j'ai réuni une fois par jour, donc une cellule de crise quotidienne à 16 heures tous les jours, 1 heure, pour faire le point sur les différentes activités. Après, on a espacé les cellules de crise, mais donc, premier truc, c'est ça, c'est diagnostiquer, essayer de comprendre l'impact sur le business, avoir les remontées du terrain et pouvoir chiffrer un peu la violence du choc. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on a communiqué auprès des équipes. Je pense que c'est hyper important d'être transparent, de communiquer, de rassurer, tout en gardant la tête froide. Il ne faut pas surréagir, il faut rassurer tout le monde. Donc nous, on a commencé par dire ça. On a dit, voilà, on a mesuré l'impact, voilà ce qu'on estime. Phoenix n'est pas à risque pour telle et telle raison. Parce que nous, on a levé des fonds il y a 12 mois, donc on a pas mal de cash, donc on n'a pas de stress à court terme. Donc premier truc, c'était ça, diagnostiquer. Deuxième truc, rassurer et communiquer en toute transparence sur l'impact et les mesures qu'on envisageait. Donc directement commencer à parler de réduction d'activité, réduction des coûts, éventuellement activité partielle, chômage partiel, enfin pas de mots tabous chez nous, et expliquer pourquoi. Et expliquer aussi pourquoi la boîte n'était pas à risque et pourquoi on n'allait pas virer les gens en période d'essai, prendre des engagements assez forts qui rassurent les équipes. Et après, le troisième truc, après le diagnostic et la communication, c'était comment on peut aider. Ok, maintenant, une fois qu'on a encaissé le choc, qu'on garde la tête froide, c'est quoi notre rôle dans cette crise en tant qu'entreprise sociale? Comment on peut contribuer à la solidarité nationale et comment on peut faire notre geste à nous, même si c'est un petit truc de colibri. Et donc, nous, on a décidé en équipe, on a fait plusieurs propositions, puis on a voté en équipe sur Slack de rendre notre application mobile gratuite pendant tout le temps du confinement. À savoir que du coup, on ne prend pas de commission et on met notre truc en open source et tout le fruit de la revente des invendus va directement aux commerçants sans que nous, on prenne quoi que ce soit comme commission au passage. Et ça, je pense que tout le monde a été super fier de ce geste-là. Et donc, c'était cool d'avoir un projet un peu phare en interne qui mobilise et qui montre qu'on faisait notre part du truc. Ok, merci Jean et Eva. N'hésitez pas à réagir du coup, ceux qui sont arrivés un peu plus tard sur les Q&A. Je poserai les questions. Pour l'instant, il y a une question d'Olivier Brasseur, mais je comprends. Enfin, pour moi, c'est plus une information, mais pas de question. Donc, si jamais tu peux le refaire en question, je la poserai à Jean et Eva. Donc, on va passer du coup maintenant. Juste pour compléter par rapport à ce qu'a dit Jean, typiquement sur les tests en fait, qu'on peut faire justement pour toujours contribuer à notre mission. C'est vrai que nous, pareil, on a décidé de supprimer
en fait l'ensemble des frais pour les investisseurs pour pouvoir mobiliser cette solidarité et accompagner les entreprises. Donc, c'est effectivement quelque chose dont après les salariés sont très fiers. Et en même temps, ça permet, enfin, c'est vrai que c'est une vraie problématique parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on a une vraie mission d'intérêt général et que dans les aussi une crise économique, nous, pour nous défendre nous-mêmes, et qu'il y a un besoin et un manque aussi d'accompagnement des structures d'intérêt général et de soutien, là, dans le cadre de cette... Ok, merci beaucoup Eva. Alors du coup, on va passer au premier gros sous-groupe qui est le management de ces équipes à distance. Donc, comment on fait pour fixer des nouvelles méthodes de travail, comment on travaille avec comment on fait un copil de crise, comment on accompagne ces équipes, comment on fait confiance à ces équipes. Donc, toutes ces questions vont être abordées dans cette partie. Je ne sais pas si donc Jean ou Eva, vous voulez commencer. Jean, ok. Si, ouais, on peut y aller. Alors, nous alors, pour maintenir les équipes motivées, nous, on avait déjà un peu cette culture du travail à distance, du télétravail, des outils internes, du fait de l'éclatement géographique des équipes, du fait qu'on ait 25 antennes régionales et des gens à l'étranger. Donc, ça n'a pas été une révolution pour nous que de passer sur du télétravail, des visios, des conf calls et tout, parce que c'est un truc qu'on fait souvent. Alors, pour garder tout le monde motivé, la première chose qu'on a fait, c'est on a fait une grosse conf call avec les deux cofondateurs, mon associé Baptiste et moi, où on a fait un peu ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire répondre aux questions, aux inquiétudes, donner notre vision de la crise, donner une première idée des mesures qu'on allait prendre, rassurer, donc rester accessible malgré la distance et répondre à toutes les questions des gens de Phoenix. Ça, on l'a fait de façon formelle, quoi, une grosse conf call d'1 heure, 1 heure et demie. Maintenant, on continue de le faire sous forme de café. On a mis à dispo notre agenda en disant chaque Phénicien peut prendre un e-café avec nous, un quart d'heure, 20 minutes, et comme ça, on garde le lien avec les gens, on reste accessible. On a créé une chaîne Slack dédiée à la crise, enfin 2 chaînes Slack, une chaîne Slack dédiée à la crise avec les infos importantes et une chaîne Slack de dédramatisation pour garder les gens un peu en mode bonne humeur. On poste toutes les conneries qu'on reçoit sur WhatsApp, tous les visuels, tous les trucs pour faire passer la pilule. Et après, on a fait un dernier truc qui est évidemment revoir tous les objectifs 2020 à la baisse, commencer à accompagner la balle et à dire à nos chefs de projet, à nos commerciaux, évidemment que le budget 2020 ne sera pas réalisé. Évidemment que on ne vous attendra pas sur les indicateurs et les KPIs qu'on vous avez fixés en début d'année. Donc, détendez-vous sur la performance, détendez-vous sur vos variables, on va les ajuster, on va avoir des objectifs moins violents et qui correspondent plus au nouveau contexte conjoncturel, et on passe en mode survie, en mode carapace, on met la boîte sous cloche et on préserve les énergies, on préserve tout le monde. Et puis après, je l'ai dit, je pense que c'était important de rassurer tout le monde. Dans ces contextes-là, tu as très vite des rumeurs de ouais, il paraît que toutes les périodes d'essai vont être révoquées, que les embauches vont être décalées, que tous les investissements vont être gelés. Donc nous, on a pris pas mal de managers un par un en disant oui, il y aura des efforts à faire sur des investissements marketing, etc. On va faire un plan de réduction de coûts. Mais on a tout de suite rassuré en disant qu'on maintenait le cap et qu'on maintenait la plupart des budgets, qu'on maintenait l'effort et que les gens n'allaient pas être en mode stand-by pendant 6 mois. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la gestion de ton copil de crise, Jean? J'ai vu que tu avais mis ça dans tes notes. Et aussi, donc, comment vous faites la gestion de projet à distance? Est-ce que du coup, c'est les chefs est-ce qu'il y a des nouveaux process, des nouveaux outils que vous utilisez, ou est-ce que ça ne change pas comme vous êtes déjà très digitalisé? Alors, le copil de crise, il est assez simple. On a mon associé Baptiste et moi. On a 2 patrons de business unit, B2B et B2C pour l'appli mobile. On a notre DAF et notre DRH. Et on commence par une sorte de météo de tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien? Comment tout le monde se sent? Ensuite, chaque patron de business unit raconte un peu son feeling. Genre sur le B2B, ben voilà l'impact, voilà les chiffres, on commence à y voir plus clair. On arrive à maintenir tant de volume, etc., etc. Pareil sur le B2C. Et puis ensuite, la RH, pareil, fait un peu remonter le moral des troupes. Et puis le DAF, pareil, nous donne un peu l'impact financier qu'on pilote. Normalement, on le pilote semaine par semaine. Là, on est passé sur un pilotage quotidien pour avoir un pilotage plus fin.
Et en fonction de tout ça, nous, les fondateurs, on fait des arbitrages sur est-ce qu'on maintient ou pas cette campagne de com, est-ce qu'on maintient ce recrutement, est-ce qu'on décale ce projet, est-ce qu'on annule ce truc. Et en fonction de ça aussi, on essaye de voir quel est le bon pourcentage d'activité partielle pour les équipes. Nous, on essaie de faire quelque chose qui colle à la réalité. Et donc, nos développeurs sont restés à 100%, mais une partie des équipes est passée à 50%. Une autre partie est à 80% d'activité. Donc voilà, en fonction de toutes ces infos, on prend la bonne décision parce que le but de tout ça, c'est quand même, pour être très clair, c'est quand même, c'est mon principal conseil de gestionnaire pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'en période de crise comme ça, le seul levier que vous avez, c'est de réduire votre cash burn, vos dépenses, réduire vos coûts. En l'absence de visibilité sur la top line et sur le calendrier de reprise et la rapidité de la reprise, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'il faut faire, c'est juste maîtriser ses dépenses, maîtriser ses coûts et maîtriser et piloter à la fois sa masse salariale et son plan de dépenses. C'est le seul truc qu'on peut faire et c'est le seul truc qu'il faut faire. Donc nous, on passe en mode commando et tout ce qui n'est pas vital, on essaie de le décaler. Merci Jean. Eva? Alors nous, la particularité, c'est que justement, vu qu'on n'a pas d'antenne forcément régionale, on a des pôles en fait par pays. Donc on a une équipe à peu près de 30 personnes à Paris, après ils sont à peu près 8 en Belgique, à Bruxelles, et après ils sont centralisés à Milan. Même si on a un maillage en fait avec des personnes qui se déplacent dans le pays, voilà, on a quand même une grosse centralisation à chaque fois des pôles pour qu'il y ait vraiment un vrai esprit d'équipe en fait dans l'entreprise. Donc c'était vraiment un total switch de notre manière de fonctionner. Déjà, je suis désolée, mais en fait, tout le monde bug dans l'écran, mais vous m'entendez bien? Ok. Moi, ça bug, mais c'est pas de problème. Donc, du coup, il y a tout de suite choisir un outil et des outils de communication. Donc, on a complètement switché sur Teams de Microsoft pour un peu recréer des équipes. Et ce qui est intéressant avec Teams, c'est qu'on peut se recréer des genres de bureaux. Donc, en fait, on a recréé l'espace de chez Lita, des différents bureaux qu'on a à partir de Teams. Et les communications en fait visio sont un peu ouvertes assez souvent et on peut un peu débarquer dans les bureaux de chacun. Donc on voulait essayer de recréer en fait mécaniquement le Teams, c'est Microsoft. Ouais. On voulait un peu recréer un peu le lieu de vie, mais ailleurs. Donc après, on utilisait déjà Slack dans la vie de tous les jours, mais Slack a beaucoup de limites. Après, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a un problème à la base chez ITA, c'est la proximité de travail entre les équipes européennes. Parce qu'à cause de la réglementation, etc., c'est vraiment des entreprises séparées, des équipes vraiment séparées et très scindées. Et c'est vrai que finalement, la crise, elle a permis de recréer du lien entre les équipes européennes parce qu'on s'est imposé d'avoir une grande conf call européenne toute semaine dans laquelle chacun expose ses problématiques rencontrées, les challenges, ses réussites, etc. Et ça a vraiment limite refédéré les équipes au niveau européen. Donc, c'était assez intéressant. On a imposé en fait une hyper communication au sein des équipes parce qu'on sait que naturellement les gens allaient en manquer dans la mesure où on est déjà dans l'hyper communication de base. Donc on a forcé une espèce de point par pôle tous les matins entre 9h et 9h30 en fonction de l'heure à laquelle les pôles préfèrent se réveiller. Et en fin de journée, un petit débrief par pôle. Et toutes les semaines, un point global entre les équipes pays à 9h le lundi pour un peu lancer la semaine. Ce qui est aussi important, c'est vu qu'on est un peu une boîte écosystème, on a beaucoup l'habitude d'être en partage toujours avec les entrepreneurs, les investisseurs. On organise beaucoup d'événements. Pour nous, c'était assez bizarre de se dire qu'on n'allait plus avoir cette proximité-là. Donc très rapidement, on a mis en place un événement tous les jeudis avec nos investisseurs et nos entrepreneurs qui s'appelle la Cana Pitch for Impact. Donc à la base, on a organisé la Pitch for Impact qu'on a rebrandé la Cana Pitch, donc le pitch depuis son canapé, à chaque fois avec un thème spécifique. Donc, par exemple, hier soir, on a fait un thème sur la presse qui s'engage. On avait 3 de nos boîtes qui lèvent sur la plateforme, une guest star, donc le fondateur de Presse, etc. Et on a eu un vrai moment d'échange avec notre communauté d'investisseurs qui était hyper mobilisée. Et ça a vraiment créé du lien. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que ça a décentralisé même l'organisation des événements, dans la mesure où on avait notre communauté d'investisseurs présente sur tous les territoires.
parce que merci, j'adore la cabbage. Et du coup, c'était vraiment top parce que voilà, nous, notre communauté, elle est vraiment partout. Et là, c'est la première fois qu'on l'a rencontrée vraiment. Donc, voilà ce que ça a permis aussi de créer. Donc, ce qui est aussi important, c'est que chez nous, on déjeune aussi tous les midis en équipe. C'est un peu un truc, on est assez habitué à faire ça. Donc on s'est demandé comment est-ce qu'on allait faire pour continuer à partager. On est hyper politisé, on a toujours beaucoup de débats le midi, etc. Donc on s'est demandé comment est-ce qu'on allait réussir à garder un peu le choses de débattre, etc. Donc, on a ouvert un espace sur Clind. Donc, on est encore en expérimentation, mais en fait, on partage du contenu, des articles, des bouquins, des essais, etc., sur lesquels on peut échanger. Et ça, c'est aussi pas mal utilisé. En termes de réaction aussi et de copil de crise, pareil avec notre comité de direction qui est composé CTO, Chief Marketing, Chief Commercial, directeur coopérationnel, directeur des investissements, etc. On a décidé de renforcer, on en avait un toutes les 2 semaines à la base et là on en a un tous les Clind, C-L-I-N-D. Donc, on a décidé de renforcer en fait le comité de direction. À la place d'en faire un toutes les 2 semaines, on en fait un tous les 2 jours. Où là, c'est un peu comme Jean disait, c'est un comité de crise. On commence, humeur de l'équipe, des activités, réactions, échanges, etc. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a désigné un rôle vis-à-vis de l'équipe à chacun des membres du comité de direction. Parce que pendant ces crises-là, donc déjà que les CEO portent naturellement une charge mentale assez forte dans la vie de tous les jours. Dans ces crises-là, ça vient de tout part, quoi. Ça vient des clients, ça vient des investisseurs, ça vient des salariés, etc. Donc, du coup, il y avait une question de comment est-ce qu'on allait réussir à pouvoir porter toute la charge de renforcer nos KPI, la charge de rassurer nos partenaires, de rassurer nos salariés, de relancer l'activité, de réfléchir à la bonne humeur, machin. Donc, on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas tout porter. Donc, on a vraiment dispatché cette charge mentale auprès de tous les dirigeants. Et chaque dirigeant a un rôle, en fait. Il y en a un qui est un peu le coach de vie. Donc, dès qu'un salarié rencontre des problématiques un peu personnelles, etc., il le contacte. C'est une personne qui est plutôt responsable des événements un peu plus fun entre l'équipe, dont d'organiser les hyperos, les cours de danse du matin, de yoga, les moments de débat, machin. Une personne qui est plus chargée des finances, donc quand on se pose la question, est-ce qu'on a le budget pour faire ça? Est-ce que j'arrête ou je continue mon recrutement, etc. Donc là, c'est plus mon associé. Une personne qui est plus chargée de comment est-ce que je mets de la créativité dans mon métier, invente à chaque fois les tâches, mon discours, etc. Donc là, c'est plus moi qui me charge de ça. Et une personne plus en charge des outils avec le CTO qui va du coup accompagner un peu sur l'utilisation des outils, etc. Donc voilà, on a vraiment essayé de donner un rôle assez fort à chacun. Voilà, après sur les outils, ouais, c'est ça, Slack, Line, Teams. On a créé aussi un robot parce qu'il y avait une question sur la mauvaise information. Donc c'est un vrai sujet parce que chaque membre de l'équipe est une personne, donc un citoyen français qui, pareil, reçoit une information absurde, divergente, qui change tout le temps parce qu'entre le début où en fait le chômage partiel ça allait être open bar et les financements allaient être open bar et on allait sauver toutes les PME et maintenant il y a un peu eu des évolutions au niveau réglementaire, etc. C'est pas si clair que ça. Donc les salariés entendent beaucoup de choses et se disent mais pourquoi est-ce que vous prenez pas ce financement ou ce truc? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas Et donc nous, depuis le début, on a décidé qu'on voulait être résilient à la crise, qu'on voulait pas du tout dépendre en fait du chômage partiel, etc. On a décidé dès le début de ne mettre personne en chômage partiel quoi qu'il, parce qu'on avait très peur en fait du fait que ça n'allait pas vraiment être autorisé à tous et que nous on avait peu de moyens de justifier vraiment en fait par rapport à d'autres secteurs qu'on avait besoin de ces dispositifs. Donc ça c'est important. Donc c'est pour ça qu'on a élevé un robot qui est en cours là, Flint, un robot Flint. Justement pour l'élever et qu'il soit, je ne sais pas si vous connaissez Flint, c'est vraiment top pour justement la lutte contre la mauvaise information. On a élevé ce robot pour qu'il puisse proposer de la bonne information Flint comique et liée à l'actualité, etc. à tous nos salariés. On a aussi un petit entretien Ah voilà, il est en ligne, trop bien, c'est Coco Eco. Donc en fait, notre robot, il est maintenant ouvert à tous, trop bien. Donc vous pouvez vous aussi vous abonner à notre robot Coco Eco qu'on élève tous les jours et qui va vous fournir une bonne information économique et financière. Et qu'est-ce que je veux ajouter? Ah oui, il y a un entretien du coup RH par semaine de 15 minutes avec l'ensemble des salariés pour un peu avoir
un feedback sur leur humeur, ce qui marche pas, est-ce qu'ils anticipent, est-ce qu'ils angoissent, est-ce que tout va bien, blablabla, etc. Donc ça, c'est la RH, Mélanie, j'ai vu qu'elle est en ligne, je crois, qui s'occupe de ce petit entretien avec chacun. Voilà. Et voilà. Il y a juste il y a deux parties prenantes qu'on n'a pas évoquées dans la crise et comme la nôtre, un peu plus mature, c'est important. On a les délégués du personnel, les IRP, donc chez nous, ça s'appelle le CSE. Donc, ce sont les représentants du personnel élus. Donc, chez nous, ils sont 4. Et donc, il faut les embarquer dans la démarche et leur présenter en amont de ce qu'on présente à l'équipe toutes les mesures qui sont envisagées. Donc, nous, on a communiqué avec eux de façon assez transparente. On a eu, je crois, déjà 3 ou 4 calls depuis le début de la crise sur, premièrement, voilà où on en est. À J+2, voilà, on y voit plus clair, voilà ce qu'on va faire. J+3, voilà le plan qu'on vous propose pour validation. Après, on négocie, on ajuste. Donc, le CSE, c'est hyper important de les embarquer et de les tenir au courant. Et on a fait le même travail avec les investisseurs, notre board. Donc, très vite, dès qu'on a vu l'impact, on a été transparent. On a convoqué, moi j'ai fait un call avec tous nos investisseurs, un petit call de 15-20 minutes, une demi-heure pour dire voilà, il se passe ça. Comme toutes vos boîtes de vos portefeuilles ont impacté, on va trinquer, mais tout est sous contrôle. Voilà ce qu'on prévoit de faire, bam, 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 pour les rassurer. Et ensuite, on a un board de crise la semaine prochaine. Donc, il faut bien embarquer à la fois le personnel, les investisseurs. Alors justement, on a eu pas mal de questions par rapport aux investisseurs. Donc, si vous pouvez un peu développer cette question, comment on réagit par rapport à ces investisseurs? Et j'ai eu aussi une question par rapport au chômage partiel. On me dit, en fait, c'est vrai que les éléments, pour l'instant, qu'on a du gouvernement ne sont même pas clairs. Le gouvernement ne savait pas trop quoi faire. Comment on réagit avec ces équipes quand nous-mêmes, on n'a pas l'information, l'information qui évolue, en fait, par rapport, du coup, à la question du chômage partiel? Voilà, nous, moi, je vous dis dès le début, on n'a pas souvent très confiance en fait aux dispositifs gouvernementaux. Donc dès le début, justement, tant qu'on n'avait pas une information claire, on a préféré ne pas du tout compter sur les dispositifs. Donc plutôt essayer de diversifier nos activités et les adapter plutôt que de recourir au chômage partiel. Donc c'est vraiment pas évident. D'ailleurs, j'en profiterai aussi un moment pour vous donner des informations un peu chaudes aussi sur la partie financement de BPI que j'ai eu du ministère hier. Parce que c'est un peu aussi flou. Juste vis-à-vis de la transparence envers ces investisseurs et aussi en B2C, il y a 3 questions là-dessus. Donc nous, on a eu une posture. Donc déjà, nous, on est investisseurs. Donc on a essayé déjà de se comporter de manière intelligente, donc en disant qu'on était aussi entrepreneurs, qu'on partageait ce qu'ils partageaient au quotidien, que pour l'instant, on leur mettait pas la presse, mais que s'ils avaient besoin de nous pour les aider à réfléchir à leur stratégie, qu'on était là. Et vraiment, on a vu, nous aussi, en tant que nous-mêmes, on a fait une série A et demi, on va dire, on a à peu près 7 millions d'euros. Donc, on a nous-mêmes, en fait, beaucoup d'investisseurs dans notre capital et on a eu une réaction un peu différente par rapport à la posture de certains. Il y en a certains qui nous ont, dès le deuxième jour, accablé de questions. Vous avez prévu combien de pourcentage en termes de chômage partiel? Quel retard de trésor? Quelle problématique de CA, etc. Alors, ceux-là, comment vous dire que moi, je leur ai dit, écoutez, vous n'aurez pas de réponse pendant 3 semaines. Enfin, vous pouvez bien imaginer qu'on n'a pas évalué les risques de CA au bout du deuxième jour de Covid et peut-être plus de trucs urgents à gérer. Donc, moi, j'ai une réaction assez, justement, défensive sur certains investisseurs qui étaient très insensibles à la situation et d'autres qui se sont montrés beaucoup plus ouverts et plutôt dans le conseil, ils nous ont pas du tout alertés, là où on a été plus dans l'échange. Et donc, nous, on a demandé à nos investisseurs d'attendre, disons qu'on gérait la situation, qu'on n'était pas en crise pour l'instant, qu'il fallait pas qu'ils s'inquiètent. Donc, on voulait vraiment les même rassurer, mais qu'on ne pouvait pas revenir vers eux avant au moins 2 semaines et demie parce qu'on était en train de mettre en place. Voilà, nous, on n'a pas réagi en mode la moitié en chômage partiel, réduction de coûts, etc. parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir redispositif. Donc, on a eu besoin de repenser la stratégie et ça met beaucoup plus de temps et de remonter des nouveaux projets. Et c'est pour ça qu'on leur a demandé en fait d'attendre 3 semaines avant de recevoir nos éléments et d'organiser un premier co-strat. Et après, vis-à-vis du B2C, qui est une vraie question, comment est-ce qu'on communique auprès des parties prenantes B2C? Donc, nous, pour le coup, c'est les personnes auprès de qui on s'est adressé le plus vite.
Donc moi, donc dès le deuxième jour, j'ai écrit un message à notre communauté d'entrepreneurs et d'investisseurs pour leur dire la manière dont nous on prenait le sujet, en montrant les failles qu'on rencontrait aujourd'hui, donc les sujets sur lesquels on posait une problématique et ceux sur lesquels on était plus arrêtés. Et donc voilà, donc il y a vraiment une posture extrêmement honnête intellectuellement. Je pense qu'il faut être extrêmement transparent et compter sur le fait que les personnes de notre communauté, nos clients sont aussi des personnes qui comprennent et que s'ils comprennent nos problématiques, c'est là qu'ils nous aideront. Et c'est en envoyant un message, en fait, un peu en disant, bah, écoutez, si vous ne vous mobilisez pas, si nos clients ne se mobilisent pas, bah, c'est possible qu'on soit en difficulté, qu'on a vu un regain de solidarité hyper fort, et notamment du point de vue des investisseurs particuliers, où la semaine dernière, il y a eu énormément d'engagement financier pour les entreprises sociales et écologiques sur la plateforme, ce qu'on n'attendait pas du tout pour la première semaine de crise. Donc, on voit en fait qu'avec une posture honnête en disant, bah, en fait, on prend des là avec cette crise, et bah, on peut engager nos clients. On est des entreprises sociales, nos clients, c'est pas des ils sont aussi engagés par notre mission. Donc, il ne faut pas hésiter à être hyper transparent vis-à-vis d'eux pour. Jean? Pour compléter, ouais, sur les investisseurs, nous, on a beaucoup au capital. On a 6 fonds au capital de tout type, des impact investors, des fonds plutôt classiques, des fonds de finance verte, green tech, etc. Je pense que ce qu'ils veulent, nous, on a été assez vite proactifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu qu'ils nous appellent pour les contacter. Ça, c'est important, proactif. On a été transparent sur les chiffres. La relation avec les investisseurs, il ne faut pas essayer de montrer que le côté positif du truc, que la mariée est bien habillée. Il faut aussi, quand ça ne va pas, quand c'est la merde, et expliquer et montrer le vrai impact, qui est la vraie info. Je pense que ce qu'ils veulent sentir, c'est 2 choses, c'est de la maîtrise. Parfois, eux-mêmes sont plus stressés que vous, parce qu'eux, ils ont tout leur portefeuille qui part au tapis. Donc, moi, j'ai senti pas mal de stress et de panique et de surréaction. Et donc, c'est important de ne pas être contaminé par ça. Donc, garder la maîtrise, maîtriser le tempo et réagir vite. Moi, je dirais que le plus simple, le plus important, c'est ça. Les crises, c'est un phénomène assez darwinien. Donc, ce ne sont pas forcément les plus gros qui s'adaptent le mieux, c'est ceux qui s'adaptent le plus vite, le plus rapidement, qui survivent. Donc, il faut vite s'adapter. Il faut faire 2 choses. Il faut à minima refléter en baisse de coût la baisse du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que nous, par exemple, on prend moins 50% de son chiffre d'affaires sur Phoenix le temps de la crise. Et ben, on va dans le même temps, en miroir, réduire nos coûts de 50% pour compenser l'impact. C'est d'arriver à l'équilibre le plus vite possible. Donc, arriver à l'équilibre, ne plus être dépendant des financements externes, limiter le cash burn au maximum, mettre la boîte sous cloche. Et il faut à tout prix qu'il vous reste au minimum 18 mois, 18 à 24 mois de runway, c'est-à-dire de cash disponible par rapport à ce que vous brûlez tous les mois. Il faut qu'à aujourd'hui, vous ayez minimum 18 mois en réserve, parce que le plan de relance, là, vous êtes sûr que, toutes les levées de fonds sont gelées, en écrasante majorité. On essaie de faire du plaidoyer avec Eva pour que les investisseurs à impact aient un comportement un peu différent et maintiennent leurs engagements et continuent à regarder les dossiers et continuent à mettre de l'argent sur le marché, mais c'est pas gagné et dans tous les cas, ils le feront avec parcimonie. Donc, les levées seront bouchées pendant 6 mois, donc comptez pas là-dessus. Jusqu'à la fin de l'année, il ne se passera rien. Deuxièmement, on ne sait pas à quelle vitesse les commandes vont reprendre et le share va se réenclencher, la dynamique classique va se réenclencher. Donc, il faut que vous gardiez le cash burn minimal et que vous ayez toujours 18 mois de durée de vie résiduelle. Sinon, ça va être compliqué. Donc, voilà, être transparent, réagir vite, montrer de la maîtrise, être hyper rassurant, comme avec les équipes. Et puis, c'est une bonne occasion aussi pour vous, en tant qu'entrepreneur, de tester l'ADN de vos investisseurs dans cette période-là et de voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils sont supportifs? Est-ce qu'ils sont prêts à remettre de l'argent? Est-ce qu'ils sont prêts à faire le bridge entre la prochaine levée et maintenant? Est-ce qu'ils sont à l'écoute ou est-ce qu'au contraire, ils sont agressifs, stressés? Ok, merci C'est Jean. un bon moyen de tester la relation. Et par rapport à la question donc, du chômage partiel et donc comment vous avez réagi, sachant que le gouvernement c'était up and down. D'ailleurs, Mélanie nous a partagé le blog de Payfit où il y a la mise à jour quotidienne des mesures gouvernementales et l'impact RH. Donc je vous invite tous les spectateurs, enfin le public là ce matin à aller sur ce lien pour avoir les infos mises à jour. Mais toi, comment tu gérais ça avec tes équipes? Le flou autour du chômage partiel. Bah, nous, assez vite, on a. Enfin, tu vois, quand tu as 160 salaires,
tu es un peu obligé d'avoir recours à ça. Nous, on traîne quand même derrière nous une sorte de bulldozer ou de rouleau compresseur qui fait qu'il n'y en a pas de chiffre d'affaires. La masse salariale, on a quasiment 800 000 balles de salaire brut mensuel. Donc, on est obligé de maîtriser les coûts. Et si on ne veut pas faire un plan de licenciement, on est obligé d'avoir recours à cet outil-là. Donc, assez vite, on a dit qu'on allait le faire. Très vite, on s'est engagé auprès des investisseurs et auprès des salariés à être faire, c'est-à-dire juste, et à refléter la vraie réalité du business. Donc, pas de tirer sur la corde et abuser du système d'un côté, et vraiment refléter ce qui se passait. C'est-à-dire que nous, on a une équipe en événementiel, par exemple, qui a 4 personnes à temps plein, qui gère le gaspillage alimentaire après un truc d'événementiel type festival, exposition, cocktail, traiteur. Et ça, c'est une activité qui est à l'arrêt. Donc, cette équipe, elle passe à 0% d'activité parce qu'il n'y a plus de carnet de commande, on a 0% de CA. Après, sur l'activité grande distribution, les magasins sont ouverts. Il y a malgré tout il y a plus de rupture de stock que d'invendus, donc on a une activité qui est en forte baisse. Mais on maintient une activité à 50% qui reflète ce que font nos chefs de projet. Donc voilà, on essaie de coller à la réalité. Et après, nous, on a fait du yo-yo avec le gouvernement aussi. On a dit, voilà, nous, notre objectif, c'est d'y avoir recours. Si on est éligible et que c'est maintenu, on évitera des mesures trop drastiques de réduction de l'effectif. Si jamais le gouvernement, pour une raison que j'ignore, réduit la voilure ou nous met pas dedans, il faudra qu'on prenne d'autres mesures. Donc, on l'a présenté comme ça en disant, il n'y a pas de certitude. Si on est éligible, on s'en rend. Si on n'est pas éligible, il faut qu'on refasse un point. Mais c'est clair que l'incertitude, c'est chiant, et pour nous, et pour les équipes, et pour tout le monde, mais on n'a pas de solution magique. Il faut faire avec, faire de la veille avec ton expert comptable, ton avocat en droit social, les RH, et pareil, donner l'info dès que tu l'as. On a aussi un truc qui était important, pardon, que j'ai pas dit, c'est de vraiment expliquer de façon très chiffrée l'impact du chômage partiel sur le salaire net des collaborateurs, en disant on vous demande un effort, mais aujourd'hui je crois qu'ils vont toucher 84% du salaire net, voire même le gouvernement compense quasiment jusqu'à 100%. Et nous, je crois que pour un salaire, ce qu'on a calculé, c'est que pour un salaire à 40 000 euros brut mensuel, le fait de passer en chômage partiel te fait perdre, entre guillemets, 38 euros par mois en net. Donc il y a un impact qui est vraiment minime. On s'est renseigné sur toutes les implications pour les collaborateurs. Est-ce que ça décale leur droit au chômage? Est-ce que ça baisse leur cotisation retraite, etc. Donc, on a été sur tous les sacrifices à demander niveau collaborateur. Merci. Pour bien faire de la pédagogie sur pour compléter sur la partie un peu, là comme ça je vous fais en même temps l'update. En fait, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sur les financements, notamment de la BPI, donc il y a eu des réunions avec l'ensemble justement des acteurs qui accompagnent le financement des entreprises sociales et écologiques, là, en début de semaine. Et le problème qu'on a identifié, il est double pour que vous soyez un peu préparés. C'est déjà sur les modèles associatifs. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont exclus des dispositifs de financement des pays. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir vos SN, etc. rapidement et vos donateurs et ne pas forcément compter trop parce qu'on essaie de modifier et de bouger le gouvernement pour que certains modèles associatifs soient aussi représentés, mais ce n'est pas encore gagné. Et la deuxième chose, c'est les dispositifs BPI. Sont disponibles, certes, mobilisés, mais demandent un niveau de fonds propres assez élevé. Donc, pour les entreprises qui ont un niveau de fonds propres assez faible, il faudrait essayer de trouver des solutions de capitalisation parce que typiquement, nous, voilà, on comme beaucoup d'entreprises et on en a reparlé avec BPI. Et aujourd'hui, voilà, il y a des ratios de demande de fonds propres assez élevés pour pouvoir subvenir au dispositif de garantie. Le problème aussi, c'est aller voir plutôt votre banque que les investisseurs institutionnels, etc. Parce qu'aujourd'hui, sont les qui disposent des garanties sur le crédit bancaire. Donc, il y a une modification de la loi des finances qui permet en fait aux banques qui prêtent pendant cette période-là d'être garanties par le gouvernement, ce qui n'est pas le cas de tous les critères de matériel ou les fonds, etc., qui, eux, ne disposent pas aujourd'hui, donc on essaie de travailler pour changer ça, mais eux ne disposent pas aujourd'hui de garantie. Donc, la banque est le premier à aller voir sur ces sujets. Voilà un peu sur la partie finance. Et juste pour répondre à une autre question qu'il y avait sur comment est-ce qu'on manage des équipes européennes malgré la crise, est-ce que c'est différencié donc typiquement, nous, sur l'Italie, eux, ça fait 6 semaines en fait qu'ils sont enfermés déjà. Donc c'est déjà, l'espèce de management de crise, on l'a commencé déjà il y a longtemps
pour l'Italie. Et la Belgique, c'est un peu plus souple que chez nous. Donc, dans la mesure où les Pays-Bas, eux, sont pas du tout confinés. Donc, voilà, les gens vont aux Pays-Bas pour s'amuser et puis reviennent après en Belgique. Donc, c'est assez particulier. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on a remarqué, nous, c'est qu'en fait, le fait que tout le monde soit confiné maintenant, ça a reboosté l'Italie parce qu'ils se sentaient un peu isolés sur la période des débuts. Et le fait que maintenant, effectivement, toutes les équipes européennes partagent les mêmes paradigmes, ça les a un peu reboostés parce que là, c'était vraiment pas évident. Enfin, 6 semaines d'enfermement. Et je rebondis sur une remarque d'Antoine pour donner une note plus positive. Il est moins catégorique que moi sur la question des levées. Antoine Michel d'investirait plus. Il pense que les levées vont continuer, même si les investisseurs seront encore plus prudents et encore plus exigeants. On va faire un webinaire sur ce Je pense sujet. quand même que ça va être compliqué. Ouais, je pense quand même que ça va être compliqué, mais juste deux mots, il y a quand même des opportunités pendant la crise. Alors, moi, je pense que ça va être compliqué. Il y aura toujours des levées, mais je pense que déjà, un, les valorisations, deux, les montants, trois, les conditions en termes de négociation, de pacte, vont quand même beaucoup plus se tendre et le rapport de force va un peu s'inverser entre ceux qui demandent de l'argent et ceux qui en ont, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt l'inverse. Donc, par contre, il y a des opportunités pendant la crise, c'est recruter des talents, parce qu'il y aura sur le marché des talents, malheureusement, qui vont être sortis de certaines aventures et on pourra les payer un peu moins cher. Je pense que la folie de l'immobilier, notamment à Paris, va se calmer aussi pour les bureaux de start-up. Je pense qu'il y a des bureaux qui vont se libérer. C'est le moment de faire des bons deals, des bonnes négos, de récupérer des espaces à droite à gauche. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Donc, il y a des opportunités aussi, évidemment, pendant la crise. C'est pas juste une vision noire du truc. Merci. Alors, il nous reste 10 minutes. Je vais regarder les questions. Et sinon, il y avait quand même un thème qu'on voulait aborder. C'est comment on fait pour garder le cap sur son impact pendant la crise et comment on adapte sa mission à cette situation de confinement. Donc, je vous laisse réagir et pendant ce temps-là, je collecte les questions. Comme il reste 10 minutes, si vous avez des questions à poser, quelles qu'elles soient, posez-les maintenant et je les pose après les réponses de Jean et Eva. Merci. Alors, ouais, nous, en deux mots, ce qu'on a fait très rapidement, je l'ai dit tout à l'heure, on a rendu notre application pour garder notre spécificité de c'est quoi, comment une boîte à impact doit se comporter, une tech for good peut se comporter pendant la crise. Nous, on a fait deux choses, c'est rendre notre application gratuite, j'en ai parlé, en geste de solidarité. Deuxièmement, adapter notre service assez rapidement aux nouvelles conditions. Donc, typiquement, les gens pouvant plus se déplacer, on a fait un deal avec Stewart pour aller livrer à domicile des personnes âgées en panier, notamment d'un vendu pas cher, mais aussi. Donc, on a adapté le service pour le rendre à disposition des plus fragiles. Et nos salariés Phoenix, pour maintenir l'alimentaire et pour se substituer parfois au Resto du Cœur ou à la banque alimentaire qui avait fermé dans certaines régions, ont fait ce rôle de nouveaux maillons et sont allés sur le terrain pour faire des collectes et des redistributions à la place des bénévoles. Vas-y, Eva. Ouais. Alors nous, l'idée c'était de rapidement pouvoir subvenir aux problématiques déjà rencontrées par les 100 boîtes qu'on a financées. Donc on a mis en place donc déjà identifier les problématiques. D'ailleurs, on a fait un question parce que le commissariat nous a missionné d'identifier les problématiques de fonds propres auprès de toutes les ES. Donc on est en train de finaliser un questionnaire que je vous transférerai tous de telle manière à pouvoir remonter vos problématiques à ce niveau-là. Donc voilà, donc déjà on a allé voir notre portefeuille, on a défini les besoins, donc on a évalué par exemple 300-400 000 euros sur 50% de notre portefeuille nécessaire en fonds propres d'ici la fin de l'année. Donc ensuite pour pouvoir structurer des dispositifs, voilà, donc typiquement, on ne faisait pas d'obligations convertibles avant, qui sont des dispositifs de financement en dette qui se convertissent en actions. Et là, typiquement, on a développé un produit pour permettre en fait aux entreprises sociales de souscrire à un produit qui et de la dette pendant 12 mois et qui leur permet de se convertir ensuite quand on pourra calculer les valos. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible d'investir en fonds propres. On n'a pas envie de capitaliser. Il y a beaucoup de family office et private equity qui capitalisent un peu sur la baisse des valorisations maintenant aussi pour investir et s'en mettre un peu plein les fouilles. Enfin, voilà, nous, c'est pas du tout notre manière de voir les choses. Donc, c'est pour ça qu'on a développé cet outil pour qu'il puisse subvenir aux besoins de fonds propres aussi à 12 mois. Donc ça, c'est déjà ça, développer des nouveaux produits, offrir donc tous les frais aux investisseurs pour mobiliser la solidarité et réfléchir aux nouveaux dispositifs. Donc là, on est en train d'essayer typiquement de monter un fonds de garantie. Ah bah voilà, bon bah écoutez, voilà, donc les trois manières pour nous pour subvenir
pour parler un peu des dernières news, les 3 manières dont on a identifié pour pouvoir subvenir et soutenir les entreprises sociales et écologiques financièrement dans la crise, c'est que les fonds d'investissement puissent avoir des garanties, notamment du Fonds européen d'investissement ou de l'État, pour les investissements qu'ils font dans les entreprises sociales et écologiques. Donc là, on est en train de travailler justement sur une note avec le Fonds européen d'investissement et le Haut Commissariat, le ministère aussi de l'ESS, Transition écologique et solidaire et de l'emploi pour permettre en fait qu'il y ait ce dispositif de garantie des investissements institutionnels. C'est le premier truc. Le deuxième, c'est travailler sur un fonds d'urgence. Donc là, on travaille avec un gros fonds d'impact aussi pour lever un fonds d'urgence auprès de la région et de l'Europe pour subvenir aux besoins de fonds propres. Et le troisième, qui est là un dispositif que nous, on porte en interne, c'est de développer un fonds de garantie entre 10 et 100 millions pour les investisseurs privés, donc les individus, pour que l'État puisse garantir en partie, ou les banques, en fait, puissent garantir en partie ou en totalité les investissements qui seront faits par les investisseurs privés pendant cette période. Donc voilà, on a vraiment essayé de repenser le modèle face à la crise, de renforcer aussi le community management, le contenu, le retravailler, le repenser. Et continuer aussi notre travail. Parce qu'en fait, Jean, je pense c'est un peu la même chose que moi. Enfin, 50% de notre temps, quand hors crise, c'est pas forcément de gérer l'opérationnel comme on fait aujourd'hui de nos boîtes, c'est aussi de faire un peu de l'évangélisation, de travailler un peu sur du porte-parola, etc. Et c'est vrai que nous, on a un peu 50% de notre boulot qui est un peu disparu d'une certaine manière, donc on a un peu même revu notre posture dans l'entreprise et le travail qu'on peut faire dans l'entreprise. Et il y a aussi une question de comment pas abandonner ça aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'important qui est important pour l'écosystème. Donc, on essaie on repense des modèles, quoi. On fait des sortes de petites vidéos. C'est un webinaire typiquement qui est intéressant. On fait des petites vidéos, on écrit plus de tribunes, on crée des réseaux d'échanges, etc. Pour pouvoir aussi continuer à soutenir ce porte-parole-là. Voilà. Merci. Alors, j'ai pas mal de questions. Il nous reste 5 minutes. Alors, j'avais une question par rapport aux outils de Diane qui dit qu'elle ne trouve pas que Slack soit super. Quel outil all-in-one, quoi? Parce qu'elle dit ça ne me plaît pas d'avoir plus de 15 outils différents, Slack, Trello, Zoom. Quels sont les outils les plus ergonomiques et les plus englobants de gestion de projet? Nous, j'avoue qu'on a mergé Teams et Slack. En fait, avant, on voulait tout passer sur Teams parce qu'en fait, ce qui est vachement bien avec Teams, c'est qu'en fait, tu intègres aussi tous les autres. Tu peux mettre des extensions. Et donc, ton Trello, tu l'intègres sur Teams, ton Word, tu l'intègres sur Teams, ton Google Doc et tout. Donc, en fait, tu as un espace unique qui intègre l'ensemble des trucs. Par contre, le seul truc qu'ils n'ont pas intégré, c'est Slack parce qu'ils ont leur propre chat. Et nous, on n'a pas encore réussi à passer complètement sur Teams, mais je pense qu'en fait, c'est l'objectif. Et Microsoft, là-dessus, est vraiment le meilleur pour intégrer l'ensemble des outils en un. Donc, lui, il n'a pas toutes les fonctionnalités, mais il te permet en fait de télécharger des extensions au sein de Microsoft Teams pour pouvoir intégrer tous les outils. Nous, on est sur Slack plus Trello et Zoom ou Google Meet pour les rendez-vous. Je suis d'accord avec le constat qui est fait. Hein. C'est pas un outil. Enfin, c'est un bel outil. Je pense que c'est l'un des meilleurs du marché, mais c'est pas optimal encore. Sinon, il y a un outil qui est moins connu, mais que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle Notion. C'est plus pour du knowledge management et du partage de documents, mais c'est assez puissant, c'est ergonomique, assez bien fait. Je vous invite à le découvrir. Super, merci. J'avais une question sur l'après-crise aussi. Comment… alors, attendez, je la remonte. Je ne la retrouve plus. Pour la fin… je pense que… Oui. Est-ce que vous réfléchissez à une stratégie de reprise? En quels termes ou au jour le jour? Ouais, nous, c'est l'arbitrage qui est le plus compliqué à faire. C'est comment trouver le bon dosage entre mettre la boîte en stand-by, limiter les coûts, la mettre sous protection, sous cloche, et en même temps rester dans les starting blocks pour le jour de la reprise et pas perdre de temps à remettre la machine en route. Donc, c'est pour ça qu'on veut licencier personne. C'est pour ça qu'on veut que tout le monde reste au taquet avec un minimum d'activité et de suivi. C'est pour que le jour où ça repart, que ce soit début mai, mi-mai, fin mai, septembre, peu importe, on soit prêt à repartir à la conquête. Donc, on n'a pas de visibilité parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais par contre, on utilise notre trésorerie pour pouvoir être prêt à repartir et à appuyer sur le bouton dès que ça redémarre. Charlotte avait posé une question, Jean y a répondu en direct, mais je le dis à l'oral pour tout le monde. Charlotte demandait, si je reformule, tu recommandes d'avoir en trésor l'équivalent de nos coûts pendant 18 mois. Jean, est-ce que tu peux faire la réponse en live, comme ça tout le monde l'a? Ce qui est important, c'est d'avoir
ce qu'on appelle ce qu'on appelle en anglais du runway, c'est-à-dire de la durée de vie résiduelle. Il faut que la boîte, à périmètre constant, elle puisse survivre pendant au moins 18 mois, ce qui est le temps estimatif entre la fin de la crise le plan de relance et le fait de boucler un tour de financement. Il ne se passera rien avant, alors même si Antoine a dit l'inverse et a nuancé un peu le propos, je suis d'accord avec lui, mais grosso modo, le scénario de base, c'est qu'il faudra à nouveau 12 à 18 mois, plutôt 18 mois, pour que le marché se réouvre et que vous puissiez boucler un tour de financement. Donc, il faut pouvoir tenir sans stress pendant ces 18 mois. Donc, il faut que vous ayez en cash, en banque, l'équivalent de 18 mois de cash burn, de dépenses, du décalage entre chiffre d'affaires et les dépenses mensuelles pendant 18 mois. Parce que, comme on dit souvent, c'est un adage un peu galvaudé, mais qui est plus que jamais vrai. Cash is king. Les ventes, c'est de la vanité. L'EBITDA, le profit, c'est quelque chose de sain. Mais aujourd'hui, ce qui fait foi, c'est le cash. Et les boîtes qui n'auront pas de cash vont très, très mal le vivre. Ok, Donc, merci. gardez en réserve 18 mois de cash. Ouais, nous, j'avoue, on est un peu. On a une gestion vraiment différente. On est vraiment au jour le jour. Effectivement, on a une enveloppe de cash qui est dispo, qui est un peu l'équivalent de notre cash burn sur 4-5 mois. Donc, c'est un peu moins. On est un petit peu moins protecteur parce qu'on a peur, en fait, justement, d'une décélération. On a plus peur d'une décélération de notre activité que en fait d'un crash en termes de cash. Donc c'est pour ça qu'on a une gestion plutôt, et ça c'est un peu notre manière de faire, et c'est un des bons points et des mauvais côtés aussi, c'est qu'on est vraiment au jour le jour, on mobilise tout le monde sans forcément systématiquement en fait prévoir l'impact que ça va avoir sur le business, même si on garde toujours en fait en stock une partie de cash et on est aussi en train de mobiliser, et je vous conseille de mobiliser le fonds européen d'investissement parce qu'ils ont beaucoup d'argent et et eux, et pour le coup ils n'ont pas arrêté avec de la dette assez long terme. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à les mobiliser, les financements européens. Merci beaucoup. Alors, il y a juste Catherine de Deloitte qui nous met aussi dans le chat des ressources avec des webinaires offerts par des juristes et financiers et experts sociaux pour aider les entreprises sur des sujets difficiles. Donc, je vous invite tous à prendre à copier-coller le lien pour vos futures questions. On va bientôt, il est 11h, donc il reste peut-être 1 minute pour les dernières questions. Et puis sinon, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et si vous avez si vous voulez qu'on fasse des webinaires sur d'autres sujets, c'est peut-être aussi le moment de recueillir vos besoins. Donc, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. Et puis, je n'ai pas le lien de Deloitte. Le lien de Deloitte a été ouvert à tous les conférenciers normalement. Le lien de Deloitte, j'essaie de vous le remettre, mais il a été normalement dans le chat. Je le mets dans le chat ici et je le mets en Q&A aussi. Enfin, je ne pense pas que je puisse ouvrir une question, moi. Voilà. Catherine l'a aussi mis dans le Q&A. Merci, Catherine. Merci à tout le monde. Je vous remets mon mail si vous souhaitez rejoindre Tech for Good France. On sera fort quand on aura tous les acteurs de la Tech for Good dans l'écosystème. Et si jamais vous avez des questions et si vous avez des sollicitations pour d'autres thèmes, envoyez-les moi et on essaiera de faire des webinaires pour répondre à vos questions. Merci, bonne journée. Merci Jean, merci Eva. Bye bye, salut, merci à tous. Un petit mot de la fin ou pas de mot de la fin non. Restez good luck, stay strong, restez engagés, restez fidèles à votre mission et on se serre les coudes tous ensemble, ça va le faire. Voilà. Et on se serre les coudes, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse aider aussi. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Ciao, ciao, bye.